Um, the story of multiple chemical sensitivities is a long one, and it is more than a physical illness. It impacts quality of life, it impacts family members, it impacts ability to work, it impacts the healthcare system. And so we thought that the best way to tell the story of chemical sensitivities is to tell the history. And so we call this the journey, which is my journey during my career with respect to dealing with environmental sensitivities. Alors, l'introduction aux hypersensibilités chimiques multiples, le parcours. En fait, les hypersensibilités chimiques multiples est une longue histoire et le docteur Molotte pensait que la meilleure façon de l'expliquer, ce serait de vous décrire son parcours. Et c'est plus qu'une maladie qui est physiologique, ça a un impact sur votre capacité de travailler, de pouvoir socialiser, ça a un impact sur le système de santé. Alors, le Dr. Molotte va vous décrire son parcours à travers l'hypersensibilité chimique multiple. So the history of chemical sensitivities is associated with the fact that everybody is massively exposed to chemicals that have been introduced into the environment since World War II. And there have been many health effects on the human population because of these chemical exposures, one of which is sensitivity to chemicals. Alors, l'historique de l'hypersensibilité chimique multiple, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est massivement exposé à des produits chimiques et ça a un effet sur la santé. Alors, c'est ce qu'on va expliquer ici, l'historique à travers les années. I graduated in the early 1970s, and I was a family doctor. In the early 1980s, I began to see patients who complained about reactions to chemical odors that everyone tolerated and that they used to tolerate. And the reactions that they described were not allergic. I, from a medical point of view, found this weird, but I also found it fascinating. And because I began to see more of these patients, I needed to learn more. And so I spent a week in the office of Dr. John McLennan in Dundas, Ontario. He was an allergist, and he was also the first environmental physician in Canada. Alors, à la fin des années 70, le docteur Molotte est un médecin de famille, puis au début des années 80, il voyait des patients qui se plaignaient de réactions à des odeurs, puis des odeurs chimiques, puis que tout le monde tolérait, que lui-même tolérait. Puis les réactions que ces gens-là avaient n'étaient pas allergiques. Ils trouvaient ça bizarre et fascinant. Alors, pour en savoir plus, il a passé une semaine au bureau du Dr. John McLennan. C'est un allergologue traditionnel, mais c'était le premier médecin en environnement au Canada. Donc. So this is a picture of John. I find it interesting that if you look up in the top left corner, there's actually a sign to tell people not to smoke. So we go back a long way. Dr. McLennan was a founder of what was called the Ontario Allergy Society for allergists, but he also ended up becoming the founder for the American Society of Clinical Ecology, which is what environmental medicine was called back at the beginning. The Allergy and Environmental Health Association of Canada, which is a patient group, and then the Canadian Society for Environmental Medicine, which was a small group of Canadian physicians that began the journey together to try and make a difference. Okay. Alors, le Dr. John McLennan, c'est un membre fondateur de la Société des allergies de l'Ontario, 1958, Société américaine d'écologie clinique, Association canadienne des allergies et de la santé environnementale et la Société canadienne de médecine environnementale, 1985. Un fait à noter que le Dr. Molotte disait, si vous remarquez le signe de ne pas fumer dans le coin, donc on remonte dans le temps. Aujourd'hui, personne n'aura le droit de fumer dans cette salle-là, mais à ce moment-là, il devait demander aux gens de ne pas fumer. So one of the first things that Dr. McLennan did was try and create
hospital admission information sheets to help his patients who were being admitted to hospital for whatever reason. And they seemed to be well received. And they formed the basis for the first edition of Environmental Health in Hospital, which was actually compiled by Dr. Marshall a long time ago in 1993 with the input of Dr. McLennan and some of the other docs in our Canadian group. Alors, l'accès aux soins hospitaliers, dans les années 60, le Dr McLennan a créé des fiches d'information pour les admissions à l'hôpital pour aider ces patients qui étaient chimiquement hypersensibles ou allergiques et ses collègues médecins. Ces fiches d'information-là ont été quand même assez bien reçues, ont servi de base à la première édition de santé environnementale dans l'hôpital, compilée par la Dr Lynn Marshall, qui est présente ce soir, et ça on en a parlé auparavant, en 1993, avec la contribution du Dr McLennan et de d'autres collègues de la Société canadienne de médecine environnementale. Quand je vous parlais du protocole pour les hôpitaux, c'est ce protocole-là, et la Dr Marshall actuellement est en train de le mettre à jour. So this was the 1980s. There was an American Society of Clinical Ecology, and they changed their name eventually to the American Academy of Environmental Medicine, and they still exist. And they were teaching testing, how to try and test people to demonstrate chemical sensitivity. And what we were doing was putting drops of things under the tongue or trying to provoke symptoms. And another way of doing it was perhaps to inject in the skin. They had every year an annual seminar which was accredited for continuing medical education for physicians. And in 1983, they had their annual meeting in Banff, which the Canadians seemed to get together for the first time. And we ended up developing the Canadian Society, at first for Clinical Ecology, and eventually we changed our name to the Canadian Society for Environmental Medicine. But the response of our medical colleagues was very, very negative. We all endured what could best be described as insulting behavior by some of our colleagues. Alors, dans les années 80, l'American Society of Clinical Ecology est devenue l'American Academy of Environmental Medicine. Alors, ils ont fait des tests, ils essayaient de tester les gens sur comment provoquer, neutraliser les hypersensibilités chimiques multiples de différentes façons. Ils avaient des séminaires scientifiques à tous les ans qui étaient accrédités pour la formation médicale continue. En 1983, les médecins canadiens se sont réunis tous ensemble pour la première fois et la Société canadienne de médecine environnementale a eu lieu. Par contre, la réponse des collègues d'autres médecins était très, très négative. En fait, les médecins qui, en médecine environnementale, étaient carrément insultés par leurs collègues, par les autres collègues dans l'hôpital qui ne pratiquaient pas cette médecine-là. So in 1985, in Ontario, the Ministry of Health created what was called the Ad Hoc Committee on Environmental Hypersensitivity Disorders. It was chaired by Judge George Thompson. And this was in response to patients asking the ministry for help. And so what Judge Thompson did with his committee is they kind of summarized the knowledge of different reactions to environmental agents. He summarized the observations made in what they call clinical ecology programs. So he went to and spoke to different doctors. He spent a day in my office, for example, talking to me, talking to some of the patients, and some of the patients actually made written submissions. And what he concluded was that environmental hypersensitivity is a significant problem. It requires further research. And that the patients were not having their needs met within the healthcare system. So this was discussed, as you can see, 35 years ago. But following the committee's recommendations and with the speed that government works, about 10 years later, they funded the Environmental Hypersensitivity Research Unit at the University of Toronto.
And in 1996, they opened the doors for the Environmental Health Clinic at Women's College Hospital, which is where Lynn and I are staff physicians. Alors, en 1985, le ministère de la Santé de l'Ontario a créé un comité ad hoc sur les troubles d'hypersensibilité environnementale. Le président était le juge George Thompson. C'était créé à la suite de demandes de patients qui avaient besoin de services, mais qui n'avaient absolument rien. En résumé, le juge a fait le tour de plusieurs médecins, dont le docteur Mellott a passé une journée à parler avec les médecins, avec les patients. Et puis, c'est pour les connaissances des effets indésirables des agents environnementaux, observations faites sur les programmes d'écologie clinique, les soumissions faites par les patients, puis il a conclu que l'hypersensibilité environnementale est un problème important qui nécessite d'autres recherches. Que les patients n'avaient pas leurs besoins satisfaits dans le système de santé. Donc, à la vitesse où les gouvernements opèrent, 9 ans plus tard, suite aux recommandations du comité, ils ont financé une unité de recherche sur l'hypersensibilité environnementale à l'Université de Toronto. Et en 1996, ils ont ouvert la clinique de la santé environnementale au Women's College Hospital, où le Dr Marshall et le Dr Mellott font partie du personnel. So as we started to meet as a group, which was difficult because Ontario is a big place and we were spread around between north of Toronto, all the way to Ottawa. We would meet occasionally somewhere between the two ends of that spectrum. And we decided that we were going to try and participate in educating our colleagues and the public about environmental hypersensitivity. So we produced this paper, which I still have a few copies lying around. And as you can see from the cover, it was printed in 88 and 89. And we argued for the acceptance of environmental hypersensitivity as a legitimate disorder. We argued for the acceptance of the testing techniques that we were using at that time. Although admittedly, the research doesn't support that now. We argued for treatments being used. And we argued that the concepts of environmental medicine should be part of continuing medical education for all physicians. Alors, en 1989, la Société canadienne de médecine environnementale, ils ont travaillé à faire accepter l'hypersensibilité environnementale comme une maladie dans le système de santé, à avoir des techniques pour tester les gens, offrir des traitements utilisés. Et puis, on voit en 1989, il n'y a toujours pas de traitement reconnu dans le système de santé. Et si vous remarquez, en Ontario, ça a débuté dans les années 1980. Au Québec, on est seulement 40 ans en retard. On commence à avoir des choses du gouvernement, mais on est en 2020. In Nova Scotia in the 1980s, there was a physician named Gerald Ross, who's a family doc, a general practitioner. And he became ill in 1982. He was seriously ill. Sometimes he was hospitalized. He was a young man. Nobody could figure out what was the matter with him. In 1986, he went to the Environmental Health Clinic in Dallas, where probably the leaders in the world at that time were working. And he was diagnosed with environmental illness, and they were able to link it to exposures to dry cleaning fluid in the town's drinking water. And with treatment, which was basically detoxification and support, his health improved remarkably. So in 1986, there was an environmental hypersensitivity advisory committee in Nova Scotia that was created by the Minister of Health. They funded Dr. Ross to become trained at Dallas and to return home, which he did, and he started a pilot project of the Environmental Health Clinic in Nova Scotia. He was the medical director, but very quickly, the demand to be seen exceeded the ability to see patients there. Alors, en 1980, en Nouvelle-Écosse, le docteur Gerald Ross était un médecin généraliste
Il exerçait sa pratique à New Minas, en Nouvelle-Écosse. En 1982, il est devenu gravement malade, parfois est hospitalisé. On ne pouvait pas trouver la source du problème, pourquoi il était malade. Alors, en 1986, il est allé à la clinique de santé environnementale à Dallas, au Texas. On lui a diagnostiqué une maladie environnementale qui était liée à l'exposition au liquide de nettoyage à sec. Lorsqu'on fait nettoyer ses vêtements à sec, il y a un produit chimique qui est utilisé. Alors, ce produit chimique-là était dans l'eau potable de la ville. C'est ce qui l'avait rendu malade. Avec un traitement, sa santé s'est remarquablement améliorée. On a remarqué que le traitement, c'était une désintoxication, dans le fond, et du soutien. En 1986, le comité consultatif sur l'hypersensibilité environnementale du ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse a financé la formation du Dr. Ross à Dallas, Texas. Ils l'ont envoyé à la clinique américaine pour s'entraîner pour être capable de traiter des gens qui souffraient d'hypersensibilité chimique multiple. En 1990, il a commencé un projet pilote en Nouvelle-Écosse. Le Dr. Ross était le directeur médical, mais très rapidement, la demande a dépassé la capacité de cette clinique-là. Donc, ils sont ramassés avec des longues listes d'attente pendant des années. So in the early 90s, there was a medical center in Halifax called the Camp Hill Medical Center, and people there started to complain of feeling sick that they associated with that building. There were 1,100 workers, and more than half of them complained. And one of the people who got sick was a geriatric specialist named Dr. Roy Fox, and he began a support group for some of the Camp Hill workers. Then Dr. John Rudy was the dean of the Faculty of Medicine at Dalhousie University. He proposed the formation of the Nova Scotia Centre for Environmental Health, and this was supported by the Nova Scotia Minister of Health in December 1993, and Dr. Roy Fox became the first medical director. And they had three functions. The first was to make a clinical diagnosis and manage patients suffering from environmental health problems. The second was to try and do research into clarifying how to diagnose the environmental sensitivity and to evaluate whether any of the treatments that they were proposing were effective. And the third was to try and educate physicians, people with the problem, patients, the general public about environmental illness. Alors, en 1990, en Nouvelle-Écosse, dans le début des années 90, il y avait un centre médical à Halifax qui s'appelait le Camp Hill Medical Center. Il y avait 1100 employés et un peu plus de la moitié commençaient à se plaindre de problèmes de santé. Un des travailleurs qui a été affecté, c'était un spécialiste en gériatrie, le Dr. Roy Fox, qui a créé un groupe de soutien pour les travailleurs qui étaient malades dans ce centre de santé-là. Le Dr. John Rudy, qui était doyen de la faculté de médecine de l'Université de Dalhousie, a officiellement proposé la création du Nova Scotia Centre for Environmental Health, appuyé par le ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse en décembre 1993. Le Dr. Fox a été le premier directeur médical de cette clinique-là. Il y avait trois fonctions principales, qui étaient en premier lieu de poser un diagnostic clinique et la prise en charge des patients qui souffraient de problèmes de santé environnementale, de faire de la recherche pour vérifier et clarifier le diagnostic de l'hypersensibilité environnementale et les traitements qu'ils offraient s'ils étaient efficaces pour soigner ces gens-là. En troisième lieu, il y avait l'éducation sur les maladies environnementales pour les médecins et pour la population en général. So in 1990, there was a workshop that was sponsored by the Ministry of Health and the federal government. Next slide. Alors, dans les années 90, il y a eu des ateliers sur l'hypersensibilité environnementale, les maladies chroniques au Canada. Donc, c'était supporté par le gouvernement canadien. On remonte à mai 24, 1990. What you saw, there was a publication that was put in the Public Health Journal in 1991. And basically, what they said was this: physicians who show interest in the field should not be stigmatized. Environmentally sensitive individuals should not be dismissed as neurotic. It's not a psychiatric condition.
They're not making it up. They should receive respect and support. Health Canada should consult with the provincial ministries of health and ensure that there's proper medical care for environmentally sensitive patients. And Health Canada and/or the Canadian Public Health Association should sponsor a national conference on environmental sensitivities and devise a format for more local awareness-raising seminars. Alors, un atelier sur les hypersensibilités environnementales en 1990, en résumé, les médecins qui manifestent de l'intérêt pour le domaine ne doivent pas être stigmatisés, parce que plutôt le docteur Malotte mentionnait qu'ils étaient carrément insultés. Les personnes qui souffrent d'hypersensibilité environnementale ne doivent pas être considérées comme des névrosés, mais recevoir du respect et du soutien. Ce n'est pas une maladie psychologique ou psychiatrique, ils ne l'inventent pas, ils ont un problème physique. Santé Canada devrait consulter les ministères provinciaux de la santé pour s'assurer que des soins médicaux appropriés sont fournis aux patients qui souffrent d'hypersensibilité environnementale. Santé Canada ou l'Association canadienne de santé publique devrait parrainer une conférence nationale sur les hypersensibilités environnementales et concevoir un format pour des séminaires de sensibilisation plus locaux, de façon à ce que les médecins dans les provinces puissent connaître ce qu'il y en est. Au Québec, c'est complètement inconnu des médecins. So they also recommended provincial conferences sponsored by the Ministry of Health, hospital associations, medical associations. They should include university-associated educators. Knowledge of environmental sensitivities should be given to medical students, practicing physicians through CME programs. There should be a few specialized teams across the country that act as resources to deal with environmental illness, especially when it's severe. And the public, patients organizations, physicians, members of parliament should continue to exhort all levels of government to encourage the development of better government health policies regarding environmental sensitivities, acceptable public education, and ultimately a healthy promotion campaign. And I have to say, this was 30 years ago, and we're still having this conversation. Alors, les ateliers sur les hypersensibilités environnementales des années 90, il recommandait qu'il y ait des conférences provinciales qui devraient être parrainées par le ministère de Santé de chaque province ou par les associations hospitalières de chaque province aussi, les associations médicales, et inclure que ce soit enseigné au niveau universitaire pour les gens qui étudient la médecine. La connaissance des hypersensibilités environnementales devrait être transmise aux étudiants en médecine, aux médecins en exercice dans le programme de la formation médicale continue. Quelques équipes spécialisées devraient être développées à travers le pays comme ressources pour faire face aux maladies environnementales, en particulier sous sa forme la plus sévère. Le public, les organisations de patients, les médecins, les députés du Parlement devraient exhorter tous les paliers de gouvernement à encourager le développement pour les hypersensibilités environnementales. Autres politiques de la santé du gouvernement concernant les hypersensibilités environnementales, la littérature, l'éducation publique acceptable et finalement une campagne de promotion de la santé. Le docteur Mollard disait il y a 30 ans de ça et on parle toujours de la même chose parce qu'on n'a pas abouti nulle part. So in 1994, the Ontario Ministry of Health funded an environmental hypersensitivity research unit at the University of Toronto. This was at the recommendation of that Judge Thompson report. So we had researchers from the University of Toronto, and they collaborate with some of the entire Ontario environmental medicine clinicians. And I must say it was very respectful, very cordial, very exciting. And what they did is they clarified the distinguishing characteristics of MCS. They validated a consensus definition. You may read, oh, there's no consensus of definition. We don't have a definition. We validated it back in the 90s. These particular researchers also noted that there were 4 neurological symptoms that were more common in the cases than in the control groups. There's a stronger sense of smell, difficulty concentrating, feeling dull or groggy, and feeling spacey. They also found that patients with chemical sensitivity were more likely
to be genetically different with respect to the ability to detoxify chemicals. And unfortunately, this research unit funding ran out in 2001. Alors, en 1994, le ministère de la Santé de l'Ontario a financé une unité de recherche sur l'hypersensibilité environnementale à l'Université de Toronto. C'était suite aux recommandations du juge Thompson, qu'on en a parlé plus tôt. Alors, il y a eu des chercheurs de l'Université de Toronto qui ont collaboré avec les médecins en médecine environnementale de l'Ontario, ont clarifié les caractéristiques distinctes du MCS parce qu'en 1999, il y a eu un consensus qui a été établi comment établir un diagnostic pour l'hypersensibilité chimique multiple. Et en plus de ça, ils l'ont revu, ce consensus-là, puis ils l'ont recertifié. Et on a noté aussi, en plus de ça, 4 symptômes neurologiques qui étaient plus fréquents chez les gens qui souffraient d'hypersensibilité. Avoir un odorat plus fort que les autres, difficulté de concentration, se sentir terne ou groggy, se sentir plané. L'étude a révélé des anomalies de désintoxication génétique. Habituellement, les gens souffrent d'hypersensibilité chimique multiple, et que leur système de désintoxication ne fonctionne pas aussi bien que les gens qui ne sont pas hypersensibles. C'est une question de génétique. Malheureusement, le financement de cette unité de recherche-là a été interrompu en 2001. Also in the 1990s, the Canadian Northern Housing Corporation was quite interested in indoor air quality and effects on health. And they built a house for environmentally hypersensitive patients. The walls weren't painted. They were made of hard plaster veneer. The floors were ceramic tile. All the wood trim had an acrylic sealant to keep the off-gassing from off-gassing. Cabinets were made of glass and plywood that had 4 coats of that sealant. Furniture was made of wood and cotton fabrics that had no flame or stain retardants. It was warmed by radiant heat from the floor. And as the warm air rose from the floor, it pushed the pollutants and the dust, etc., also up towards the ceiling, where they had exhausts that were filtered and then sent to the outside. Even the closets and the cupboards had exhaust vents. Thousands of people toured that house, which was built on their campus in Ottawa. A description of it was in the CMA Journal. And it was eventually sold to the Department of Respirology at the Ottawa Hospital. And they used it to house their education library for patients with asthma, because it was a nice, clean, safe environment for people to go and read. Alors, dans les années 90, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a construit une maison prototype de recherche pour les patients qui souffraient d'hypersensibilité environnementale. Les murs étaient non peints. Les murs étaient faits de plâtre sur cloison sèche. En d'autres termes, ce n'était pas des panneaux de gisme, c'était du plâtre mis sur des mèches métalliques. Les carrelages de plancher étaient en céramique. Toutes les finitions de boiserie avaient un scellant en acrylique de façon à ce que les émanations des terpènes du bois ne dérangent pas les gens qui souffrent d'hypersensibilité chimique. Les armoires étaient faites en verre ou en contreplaqué avec 4 couches de ce scellant à l'acrylique. Les meubles en bois et tissus de coton, pas de retardateur de flamme ou de anti-taches. C'est des produits chimiques qui dérangent les gens. C'était chauffé par la chaleur rayonnante du sol. L'air chauffé et les polluants montent jusqu'au plafond où ils sont évacués et filtrés. Même les placards et les armoires avaient des sorties d'échappement. Cette maison-là a été visitée par des milliers de personnes. Ça a été décrit dans le journal de l'Association médicale canadienne. Et la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, a vendu cette maison-là au département de pneumologie de l'hôpital d'Ottawa, qui s'en sert comme bibliothèque éducative pour les patients asthmatiques. Je dois dire que dans des rencontres qu'on a eues avec la SCHL, lorsqu'on a mentionné cette maison-là, il n'y avait aucune idée de quoi on parlait. Heureusement, on avait des documents qui dataient, puis Yann X, auparavant, qui a parlé, connaissait encore des gens qui avaient contribué à ça.
Donc, c'est nous qui avons informé la CHL qu'ils avaient déjà fait ça. In the middle 90s, the CMHC also started a task force on material and industry standards. They had members from the research department at CMHC, from people from R2000 Homes. If you remember that, those were, R2000 was a very, very tight home built for energy preservation, conservation, I mean, but they didn't ventilate very well and lots of people got sick. They had people from the building industry, the executives from the carpet industry, the paint industry, the wood industries, plywood, etc. Building engineers. They had people from the National Research Council because they had built a chamber for research. And they had developed protocols where they could test the off-gassing from different materials. And they had one medical person, which was me. And I listened to everybody talk, and they were arguing for, we need standards. We need to know how much off-gassing is allowed and what chemicals are allowed. And so they talked about how they were going to use the chamber. And then it picked up, well, you need to test it on humans because we need to know whether these chemicals can actually make these people sick. And if it does make people sick, how are we going to measure that? OK, en 92-95, un groupe de travail sur les normes d'émission des matières a été créé. C'était présidé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Les membres étaient la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Maison R2000. Il y avait des cadres de l'industrie du bâtiment, donc des producteurs de tapis, de peinture, de bois, de différents matériaux, des ingénieurs en bâtiment, le Conseil national de recherche. Le Conseil national de recherche avait construit une chambre pour la recherche où il pouvait évaluer les émanations des différents produits. Combien il y avait de COV qui s'échappaient des différents produits. Il voulait développer des protocoles pour tester les matériaux. Il y avait une personne médicale sur le projet, c'était le Dr Mellott, qui leur a dit, bien, écoutez, si vous voulez savoir, vous devez tester sur des humains. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'on doit tester? Et c'est en 95 et c'est toujours les mêmes questions en 2020. 1998, CMHC actually put out this information pamphlet about what building materials could be used in homes for people with environmental sensitivities. Alors, en 1998, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a produit un livre « Maison de recherche pour les personnes hypersensibles aux polluants environnementaux ». Une description de plusieurs matériaux de construction. Mais à la fin de chaque matériel, ils vous disent, bien, testez-le sur vous. Nous, ce qu'on dit aux gens, lorsqu'ils veulent utiliser un produit, achète-en en petite quantité, puis vis avec pendant quelques jours ou une semaine pour voir si tu vas réagir. Parce que si tu réagis à une planche de pain qui mesure 1 pied, si tu fais une structure complète, c'est certain que tu vas réagir. Also in the early 90s, the College of Family Physicians in Ontario started a committee on the effects of environment on health. And it was a diverse group. They reviewed the environmental threats to health. They talked about air pollution. We talked about climate change. We reviewed the literature, shared it with each other, informed each other on many environmental health problems, and etc. There was active discussion by email, by teleconference meetings. We made joint decisions as a group about what we should do, and all of these meetings were submitted as reports to the College of Family Physicians Board of Directors. Alors, un comité sur les effets de l'environnement sur la santé, c'est le Collège des médecins de famille de l'Ontario, 1992-2016, a passé en revue les menaces environnementales pour la santé, de la pollution de l'air, des changements climatiques, a examiné la littérature scientifique, les informations sur de nombreux sujets concernant la santé environnementale, a discuté activement par courriel lors de réunions ou par réunion téléconférence 2 fois par mois. Les décisions communes ont été prises concernant les actions à entreprendre.
un rapport annuel soumis au conseil d'administration du Collège des médecins de famille de l'Ontario. So thus far, we've painted a really nice story from 25 years ago. But what's also going on was a lot of negative opinions being published about the legitimacy of environmental sensitivities and chemical sensitivity, especially among medical groups. They denied the existence of MCS. They said there was no scientific basis. It wasn't consistent with how we understood physiology in the human body. It wasn't consistent with toxicology, which is the dose makes the poison. And basically what that means is everything can be poisonous, even water. If you drank 25 glasses of water in a row, it would make you very sick. So that was the principle of toxicology, not little tiny doses. And when they tried to do challenge studies to prove or disprove whether people could truly be sensitive to chemicals, the studies were very inconsistent. Alors, en 1990, les opinions négatives étaient très abondantes. Les médecins en général niaient l'existence des hypersensibilités chimiques multiples. Ici, c'est l'acronyme en anglais, la MCS, Multiple Chemical Sensitivity, qui est utilisé. Ils disaient qu'il n'y avait aucune base scientifique, ça ressemble un peu au changement climatique, ça n'existe pas. C'est non compatible avec les mécanismes physiologiques connus, non conforme à la toxicologie qui dit que la dose fait le poison. C'est une énoncé qui a été fait au 14e siècle par Paracelsus, sauf que la science l'a évalué depuis, mais il reste toujours sur cette donnée-là. Et les études de provocation n'étaient pas cohérentes. So you can see there's 10 official medical groups, American College of Physicians, et cetera, et cetera. And if you look at the bold print on your right, those are the years that these negative opinions were published. They're now all over 20 years old, but that's what was also going on at the same time as all the good things that we had presented earlier. So there was a lot of conflict. Alors, ici, on voit une liste des opinions négatives et toutes ces associations-là, et on voit les années où ils ont publié quelque chose de négatif concernant les hypersensibilités chimiques multiples. Tout ça date de plus de 20 ans. Et comme le docteur Malotte expliquait, pendant qu'il faisait des progrès sur un côté, il y avait toutes ces associations-là qui niaient l'existence de l'hypersensibilité chimique multiple. Et souvent, aujourd'hui, dans les arguments, c'est ces choses-là qui nous sont amenées, malgré que ça date de plus de 20 ans, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais ceux qui ne veulent pas admettre que ce problème de santé-là existe, c'est ces arguments-là qu'ils amènent encore. So the conclusion was, if this doesn't exist, it must be psychiatric. And there were studies published showing an association with MCS and psychiatric conditions, panic disorder, somatoform disorders, which are psychiatric disorders where things come out physically, anxiety, depression. And the patients who had MCS were more likely to be severely distressed. But not all the research that was published finds an association. And only some of the studies found that the psychiatric condition was diagnosed before MCS. And there's also no evidence published of any significance that the tools of psychiatry, psychotherapy, medications, that they help MCS. They don't help MCS at all. And the point is, as you can see in red, being associated does not mean cause. Mood disorders are also more likely to be comorbid, meaning occur together in people with allergies, asthma, diabetes, cardiovascular disease, and nobody considers those diseases to be caused by psychiatric conditions. Alors, toujours dans les années 90, bien, si ça n'existe pas, donc ça doit être psychiatrique. Il y a des études qui rapportent des associations, troubles paniques, troubles somatoformes, entre autres termes, un trouble psychologique, mais qui ressort physiquement, l'anxiété, des dépressions, plus susceptibles d'être gravement en détresse. Toutes les recherches, par contre, ne trouvent pas d'association.
Seules certaines études ont montré que le diagnostic de MCS avait été, que le diagnostic de psychologie avait été donné avant l'apparition du MCS. Aucune preuve que la psychothérapie ou que les médicaments aident les hypersensibilités chimiques multiples. En fait, il n'y a pas de médicaments et il n'y a pas de traitement psychologique qui aide les gens qui souffrent d'hypersensibilité chimique multiple parce que ce n'est pas un problème psychologique. Et l'association ne veut pas dire cause. Exemple, les troubles de l'humeur sont également plus susceptibles d'être comorbides. Ça veut dire qu'ils arrivent en même temps avec des allergies, de l'asthme, du diabète, des maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas considéré comme une cause. Alors, les gens peuvent avoir des problèmes psychologiques, mais ce n'est pas la cause de l'hypersensibilité chimique multiple. So in the early 2000s, we had a meeting at the Environmental Health Clinic, and we invited Dr. John Howard, who was the chair of an ecosystem health program at the University of Western Ontario. And he pointed out to us, and it's the quotation, remember the bell curve of change. And this picture shows you how people change. They're the innovators, as you can see at the bottom on your left. Small group of people who come up with an idea. And then other people kind of tag along. And eventually it becomes something that's accepted by the majority. And what happens at the end are people who never join or join very late. It's like if you think about people who got cell phones or got a computer or whatever. As time evolved, some people were left behind. There's a bell curve of change. We are the innovators of that change. And what he told us, the best advice I think we've got in the long run was forget arguing with the laggards. They're not going to change. Why are you talking to them? You're wasting your time. Talk to the people who are willing to listen. Alors, en 2000, le temps de changer la conversation, ils avaient invité le Dr. John Howard, qui était comme président du programme de santé des écosystèmes à l'Université Western Ontario. Souvenez-vous de la courbe en forme de cloche du changement. Et on voit la courbe ici. Hein. Ça débute avec des innovateurs qui sont un tout petit groupe. Puis après ça, il y a un autre groupe de 13,5% ici qui accepte. Ça devient une majorité précoce. Finalement, il y en a qui deviennent dans la majorité. Il y a toujours des retardataires qui nient que ça existe. De la même manière que des gens qui disent que le changement climatique, ça n'existe pas. Alors, ce qu'il disait, c'est nous sommes les innovateurs du changement, puis oubliez de discuter avec les retardataires parce qu'il y en a qui sont très boqués, ils ne vont jamais changer d'idée. Il faut plutôt parler aux gens qui sont prêts à écouter. Pour les Québécois à qui on parlait déjà dans la santé publique, il y a deux visions actuellement. On travaille avec la vision qui veut bien écouter et qui veut faire quelque chose pour les hypersensibilités chimiques multiples. So this is probably enough of a story for today. So we're going to end the story. There's certainly another 20 years to tell. We just reviewed the first 20 years. The next section is going to bring you more up to date. We're going to show you what happens if you don't give up. So these meetings that we're having with you, they're for you. We want you to be part of this process. We want to hear your ideas in the plans for future presentations. So we want you to send us questions or comments on today's presentation. We're going to address them at the next presentation. We'll try and get you as up to date as we can about the political and the social parts of chemical sensitivities. And we also plan to educate you as much as we can about what we understand about the condition from a physical and biological point of view to help you to manage, to cope. And if we put all of these things together, I think we can make a much louder voice for ASEQ. We can be a better team, and we can push forward and get to the end where we all want to be.
Alors, dans la prochaine rencontre, on a passé en revue les 20 premières années du mouvement de l'hypersensibilité chimique multiple. Les prochaines rencontres, nous mettrons à jour, donc ça va nous emmener où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et on va vous démontrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'abandonne jamais. Ces rencontres sont faites pour vous et avec vous. Donc, nous voulons que vous participiez au processus. Nous mettrons vos idées dans les plans des futures présentations. Donc, veuillez nous envoyer vos questions et commentaires sur la présentation d'aujourd'hui et on va y répondre dans les prochaines présentations. Et dans les prochaines présentations, on va vous expliquer plus qu'est-ce qui se passe du point de vue physiologique dans le corps d'une personne qui est hypersensible chimiquement. Ça va vous aider à mieux comprendre et comment mieux peut-être gérer certaines conditions. Ça devrait pouvoir vous aider. So keep this image in your head. Never give up. Thank you. Alors, tiens compte de ça, n'abandonnez jamais. Si on voit la grenouille ici, même si l'oiseau veut la manger, elle tient par le cou, donc elle ne lâche pas. Comme on dirait, les Acadiens ne lâchent pas la patate. Alors, merci beaucoup, Dr. Molotte, pour votre présentation. On a appris beaucoup aujourd'hui sur l'historique de la condition médicale. Thank you very much, Dr. Molotte. We've appreciated your presentation. We've learned a lot about the history of this health condition. Thank you, everyone, for attending, and we hope to see you next time. We have scheduled 2 more meetings for this year, one in November, one in December. And remember, please send us your question regarding the meeting today. And if you have additional questions or comments, send them to us by email for the future presentation. And the recording of this meeting will be put online on our website. It will tell you when it's going to be loaded. Thank you again, and I wish everyone a good night. Merci à tous ceux qui sont venus. Espérons vous voir la prochaine fois. Nous avons prévu 2 autres réunions cette année, une en novembre, une en décembre. Et veuillez nous envoyer vos questions et commentaires sur la présentation de ce soir. Et si vous avez d'autres questions et commentaires pour les présentations prochaines, s'il vous plaît, envoyez-les nous. L'enregistrement de la réunion ce soir va être en ligne sur notre site Internet. On va vous informer lorsque ça va être rendu sur le site. Et je vous remercie encore. Je vous souhaite tous une bonne fin de soirée. Merci beaucoup et à la prochaine.